Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle matinale de l'eau co-organisée avec monréseau-d'eau.fr. Une matinale qui vous apportera à la fois des informations, des solutions et la possibilité de participer. Pour cela, vous pouvez poser toutes vos questions durant les ateliers via les modules de chat ou bien rencontrer les intervenants ou vos pairs via l'espace de rencontre qui se situe en bas de la page. Je vais vous indiquer en partageant mon écran cet espace qui vous est totalement dédié. Le voici. Donc là, normalement, vous voyez mon écran, vous voyez donc l'image qui affiche ce que nous sommes en train de diffuser, l'espace plénière où vous êtes actuellement pour suivre donc, la plénière d'ouverture qui va commencer dans quelques instants, les salles d'atelier dans lesquelles vous pourrez entendre nos partenaires et l'espace de rencontre dont je vous parlais à l'instant. Donc, vous avez des tables qui sont réservées pour nos partenaires et puis des tables qui sont libres, donc vous pouvez rencontrer vos pairs à cet endroit-là. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à passer la parole donc à Arnaud Eto, notre partenaire, qui est directeur des publications chez monréseau-d'eau.fr et qui animera cette plénière d'ouverture. Bonne matinée à toutes et à tous. Arnaud, c'est à toi. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Merci Christophe de nous accueillir une nouvelle fois dans l'espace Idealco Evenco. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la 7e édition des Matinales de l'eau, aujourd'hui consacrée à la valorisation des eaux pluviales. Pour cette plénière d'ouverture, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Tabary et Fanny Garde du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, ainsi que Sandrine Potier, conseillère technique ANC et eaux pluviales de la FNCCR, et enfin Vincent Nalin, chargé de mission eaux pluviales de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors, cette matinale de l'eau, on l'a préparée assidûment avec nos intervenants. Et pour cette plénière d'ouverture, on va tout d'abord revenir un peu sur le questionnaire qui vous a été proposé de répondre pour la préparation du contenu de cette matinée et voir avec Marie et Fanny une partie importante pour poser le cadre, poser la réglementation et les usages, et ensuite voir avec Sandrine la partie point de vigilance à aborder, et enfin l'accompagnement que peut porter avec Vincent, que peuvent porter les agences de l'eau. Donc tout d'abord, pour débuter, un petit retour sur notre questionnaire où on voit très nettement l'importance que vous avez à la gestion des eaux pluviales. Alors, ce n'est finalement pas une surprise, le contraire nous aurait plutôt étonné. Ce qui est important à noter, par contre, c'est le fait que vous êtes une personne sur deux à aujourd'hui valoriser ces eaux pluviales. Donc, cela montre qu'il y a énormément de travail à faire et il y a aussi des questions qui portent sur les freins, notamment des freins d'usage et d'habitude, plus que des freins financiers, puisque on voit bien que les moyens techniques d'information, de retour d'expérience sont des points marquants que vous avez pu développer. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Marie Tabary et Fanny Garde pour bien faire la différence sur le sujet des eaux pluviales, puisque Marie et Fanny, le premier point qu'on a voulu aborder, c'est d'abord la définition. Un point d'abord sémantique. Donc, on était sur un séminaire valorisation des eaux pluviales, mais au niveau réglementaire, on fait une distinction entre les eaux de pluie et les eaux pluviales. Par eau de pluie, on entend toutes les eaux qui vont être collectées à l'aval de toitures non accessibles au public. Il y a un enjeu fort sur cette partie non accessible au public. Donc, ça va être les opérations de maintenance sur la toiture sont évidemment comprises. Et donc, c'est des eaux où est-ce qu'on va avoir très peu de contamination. Et donc, en termes de valorisation, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle une réutilisation de ces eaux non conventionnelles qui va être possible. A contrario des eaux pluviales, donc qui vont être les autres eaux, celles qui vont pouvoir s'écouler sur des surfaces et être plus contaminées en tout cas, et dont l'utilisation et la valorisation se feront de façon différente. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces eaux de pluie et ces eaux pluviales? Donc, au niveau national, il y a un vrai engagement pour favoriser les solutions de réutilisation des eaux non conventionnelles. Quand on parle de réutilisation, c'est une des façons de valoriser ces eaux avec
pour objectif d'utiliser ces eaux à la place, en remplacement d'eau potable et donc mieux partager et mieux économiser les ressources en eau. Donc, il y a des vraies solutions de réutilisation des eaux de pluie qui sont aujourd'hui possibles et encadrées d'un point de vue réglementaire. C'est l'arrêté du 21 août 2008 qui précise l'ensemble des conditions à mettre en place au niveau des usages, au niveau des prescriptions, au niveau des installations d'utilisation de ces eaux de pluie qui doivent être mis en place pour utiliser ces eaux de pluie. On parle bien ici d'eau de pluie, les eaux collectées à l'aval de toitures non accessibles au public. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces eaux de pluie? Donc, dans cet arrêté, on précise qu'on peut faire tout ce qui va être arrosage en extérieur, lavage du sol intérieur et extérieur et alimentation des chasses d'eau. On pourra également, à titre expérimental, utiliser ces eaux de pluie pour l'alimentation du lave-linge avec condition de déclaration au ministère de la Santé et avec mise en place d'un système de traitement approprié. Pour tout ce qui va être usage domestique de type boisson, de type cuisson, de type alimentation des lavabos, il n'est aujourd'hui pas possible d'utiliser ces eaux de pluie. Et il y a des restrictions pour les usages du type lavage du sol, alimentation des chasses d'eau des toilettes, dans les espaces et les lieux accueillants du public jugés sensibles. C'est notamment le cas des crèches, des écoles, des cabinets médicaux, où cette utilisation des eaux de pluie est aujourd'hui interdite. Pour les autres usages des eaux de pluie, il y a aujourd'hui une procédure qui s'appelle France Expérimentation qui permettrait de proposer d'autres usages de ces eaux de pluie en apportant les justifications et un dossier suffisamment solide et qui permettrait à l'autorité sanitaire, en l'occurrence c'est les ARS qui autoriseraient ces dérogations, de mettre en place de nouveaux usages de ces eaux de pluie. Donc là, on est vraiment sur la partie eau de pluie où il y a un cadre qui est bien défini. C'est l'arrêté du 21 août 2008 et il y a des possibles au niveau de la réutilisation de ces eaux. Sur les eaux pluviales, donc on est sur des eaux qui sont un peu plus contaminées parce qu'elles vont ruisseler sur d'autres surfaces. On a un autre mode de gestion et c'est Marie qui va vous le présenter. Alors, Marie, on ne vous entend pas. Oui, on évitait le Larsen, donc voilà, D'accord. on faisait attention à ce que Fanny ferme bien son micro avant. Si on peut juste revenir sur la slide précédente très rapidement. Alors nous, comme Fanny le disait du cas à l'instant, la distinction eau de pluie, eau pluviale, elle est importante puisqu'effectivement, sur les eaux de pluie, on a tout un tas d'usages qui sont possibles. Sur les eaux pluviales, on ne peut pas tellement parler d'usage. Nous, ce qu'on entend par valorisation, valoriser les eaux pluviales, c'est vraiment ce qu'on appelle également gestion durable des eaux pluviales, gestion intégrée des eaux pluviales, infiltration des eaux pluviales. Puisque par définition, une eau pluviale, elle ruisselle et elle se charge en polluant, et plus la distance sera longue à parcourir, plus elle sera chargée en polluant, et donc plus après, elle posera des problèmes en termes de qualité, et notamment lorsqu'elle se rejette au milieu. Donc l'infiltration des eaux pluviales, ça a énormément de bénéfices, et dont un bénéfice de faire en sorte que l'eau pluviale ruisselle le moins possible, donc se charge le moins possible en polluant, donc soit le moins, en termes de qualité de l'eau, soit le moins impactant possible. Et donc si on passe à la slide suivante, voilà, une illustration vaut mieux que 1000 mots. Donc ces illustrations ont été faites par Le Gray, pour ceux qui connaissent, qui est une association technique, on va dire, qui était plutôt historiquement présente autour de Lyon, mais qui maintenant a un rayonnement national. Donc, c'est une association qui avait notamment, il y a quelques années, fait des illustrations un petit peu pour parler notamment de la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc là, l'illustration, elle montre bien, on va dire, dans la première illustration, la manière classique, on va dire, de gérer les eaux pluviales, ce qui s'est fait pendant des années, c'est-à-dire au niveau d'un centre urbain, notamment dense, et pas que, au niveau des zones urbanisées, d'essayer de collecter le plus rapidement possible toutes les eaux pluviales, de les collecter donc, dans les réseaux d'eau pluviale ou les réseaux d'assainissement, et de les évacuer le plus loin possible, et ce de manière concentrée, c'est-à-dire que toutes les eaux pluviales qui ont ruisselé, qui se sont chargées en polluants, sont ensuite concentrées au niveau des points de rejet, et là on a des problèmes qualitatifs, comme je le disais précédemment, mais aussi quantitatifs, parce que ce qui n'a pas été forcément illustré là, c'est qu'en fait, tout ne va pas à la sortie de l'entonnoir, et que parfois on a même des déversements avant même d'arriver à l'exutoire de l'entonnoir, avec des déversements qui peuvent aller jusqu'à causer des inondations également sur les centres urbains.
Et c'est sans parler des phénomènes, parce que là, on est dans un cas de temps de pluie, mais il y a également le cas qu'on va pouvoir malheureusement tester toute la semaine qui vient, et notamment dans les zones urbaines, et notamment pour ceux qui sont dans les centres très denses, comme nous, à La Défense. C'est-à-dire que c'est complètement invivable d'être dans des villes totalement minérales où on n'a pas d'ombre. Il suffit d'observer le comportement des gens, en fait, dans les jours qui viennent. La personne qui traversera la rue en plein soleil sera rare. Les personnes vont surtout aller chercher les îlots de fraîcheur. Le soir, les parcs urbains vont probablement être remplis puisque les gens chercheront un minimum de fraîcheur. Et en journée, voilà, on cherchera le banc sous un arbre ou l'ombre dès que possible. Et donc, le changement de paradigme qui est illustré là, c'est d'essayer de passer donc, de cette ville entonnoir à cette ville éponge. Donc, le concept de sponge cities, il vient de Chine. Alors, c'est un cas idéaliste de ville où voilà, tout espace serait végétalisé au possible. On sait bien que notamment avec les enjeux de préservation du patrimoine, ce n'est pas toujours possible d'adapter nos centres urbains historiques, notamment à ces phénomènes, à cette végétalisation un peu partout, en fait. Mais nous, le message qu'on porte au niveau du ministère, c'est d'essayer, dès que possible, dans le cadre de renouvellement urbain, d'évaluer la possibilité d'infiltrer, et c'est possible dans une grande majorité de cas. Et notamment dans les espaces urbanisés un peu moins denses que les centres historiques où on est vraiment au réseau unitaire et où l'espace est cher. Dans le cadre de renouvellement et d'extension urbaine, qu'on soit bien dans la recherche au maximum et dès que possible de l'infiltration des eaux pluviales par des solutions végétalisées, en cherchant notamment de l'espace et de la surface pour infiltrer, puisque c'est comme ça que les solutions d'infiltration fonctionnent le mieux, sont les plus efficaces et sont surtout permettent ensuite de créer des espaces qui sont multifonctionnels. Et c'est ça qu'on va chercher surtout. C'est des espaces qui ne sont peut-être pas initialement dédiés à la gestion des eaux pluviales, mais à laquelle on va pouvoir ajouter cette fonctionnalité-là en décaissant un petit peu plus une zone végétale, par exemple. Quitte à ce qu'elle soit inondée de temps en temps, mais voilà, derrière, il y a tout un travail de sensibilisation à faire, évidemment, de la population. Donc voilà, j'ai essayé de résumer au maximum, mais je sais que les messages que j'ai essayé de faire passer vont être appelés par la suite par mes collègues et également en plénière de clôture. Donc voilà un petit peu sur ce qu'on pouvait dire au départ avec Fanny. Merci Marie, merci Fanny. Et je vous invite à revoir la matinale de l'eau de février 2021 qui avait été organisée avec le GREI et l'ADOPTA sur la gestion des eaux pluviales, où on explique en long et en large ce concept de ville éponge et qui est très bien illustré ici. Et je vais passer la main maintenant à Sandrine pour voir un peu avec vous, Sandrine, et la FNCCR, les points de vigilance qu'il faut avoir sur la valorisation des eaux pluviales. Et petit rappel avant de qu'est-ce que la FNCCR? Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Oui, petit rappel, en tout cas pour nous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, la FNCCR, c'est la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Tout simplement, c'est une association nationale de collectivités organisatrices de services publics locaux. On intervient dans plusieurs domaines, notamment l'énergie, les déchets numériques et bien sûr l'eau. On regroupe environ, en tout cas plus de 800 collectivités adhérentes. On est une association qui est administrée par des élus locaux. Et l'objectif de nos missions, c'est bien d'accompagner nos collectivités dans l'exercice de leurs compétences spécifiques, de faire en sorte qu'il y ait des retours d'expérience qui soient valorisés dans le cadre de notre réseau d'échange. Et bien sûr, c'est de les représenter auprès des pouvoirs publics et au sein des instances nationales. Voilà. Toutes ces missions qui se regroupent autour de valeurs, en l'occurrence la performance des services publics, et puis toutes les questions de solidarité territoriale qui nous sont chères. Donc, pour aborder le sujet… Oui, merci sincèrement Sandrine de participer à cette matinale, puisque grâce à vous, on va voir 3 points de vigilance que vous vouliez mettre en avant. On va les développer à la suite, les uns à la suite des autres. L'aménagement, l'économie d'eau, le financement de l'assainissement et la déconnexion du réseau.
Oui, voilà. En fait, quelques points de vigilance, quelques points d'attention. Donc, on peut passer à la slide d'après. Oui. Clairement, sur la question de la valorisation des eaux pluviales, pour les collectivités, quels enjeux, quels sont les enjeux qui sont visés, les usages, quels sont les bénéfices qui seront recherchés. Et face à ces enjeux, quels seront les rôles des collectivités et leur contrôle pour atteindre ces objectifs. Donc, comme cela a été précédemment présenté, on est effectivement sur deux logiques d'action, à savoir celle de la récupération de l'eau de pluie et de la gestion des eaux pluviales à la source. Qui sont approchés de manière un peu différente, mais qui du coup interpellent, en tout cas exigent de la part des collectivités quelques actions, quelques points d'attention qu'on va développer ensemble. Alors, en ce qui concerne la récupération de l'eau de pluie, on est là sur des parcelles privées, des bâtiments ou des espaces publics. Mais aujourd'hui, on est dans des initiatives personnelles, à savoir que chacun qui souhaite installer une cuve de stockage sur son terrain, il le fait de manière personnelle, ce qui pourra évoluer effectivement dans le temps, puisque on a avec la loi AGEC de 2021, donc anti-gaspillage, économie circulaire, des exigences qui pourraient être futures, à savoir en 2023, avec l'obligation d'équiper les nouvelles constructions de cuves de stockage d'eau pluviale et d'autres choses d'ailleurs. En ce qui concerne la gestion à la source, là aussi, privilégier la gestion des eaux pluviales à la source, ça vise à la fois les propriétés publiques et privées. Et donc, ces aménagements et ces ouvrages, là, on n'est pas nécessairement dans l'objectif d'initiative personnelle, mais bien dans une stratégie politique qui va être mise en place sur un territoire et qui vise là un intérêt beaucoup plus global, un intérêt général. Donc, deux interventions, des points d'attention qui sont complètement différents selon si on est dans la récupération de l'eau de pluie, démarche personnelle, ou la gestion à la source, où là, on est plus à viser l'intérêt général. Donc, si on peut passer à la slide d'après. Donc, en ce qui concerne la récupération de l'eau de pluie, on l'a vu, ça vise la réutilisation de l'eau, par exemple à l'intérieur des bâtiments, pour ce qui concerne des usages plutôt domestiques, WC, lavage, etc. Donc, en ce qui concerne les collectivités plus précisément, on est sur des solutions vertueuses d'objectifs d'économie d'eau, puisque l'objectif pour ces particuliers, ces usagers, consommateurs, c'est justement de consommer le moins d'eau potable possible. Donc, évidemment, ces solutions, elles sont vertueuses et elles sont encouragées très bien. En revanche, du point de vue des collectivités, ça appelle quand même quelques contraintes sur lesquelles il est nécessaire d'avoir une attention particulière, à savoir que déjà, ça nécessite des contraintes techniques. Donc, il faut qu'il y ait un volume de stockage suffisant. Et ça, à toute période, évidemment, puisque en période estivale, quand il ne pleut pas, ça va être difficile de pouvoir alimenter des bâtiments. Donc, il va y avoir nécessité d'un recours au réseau, à l'adduction d'eau publique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, ces équipements nécessitent un contrôle par les services d'eau potable des branchements intérieurs pour éviter qu'il y ait un retour d'eau, en tout cas un mélange des eaux entre l'eau potable et les eaux non potables. Donc, nécessité d'avoir des équipements tels que des connecteurs ou voire double réseau. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, ces équipements ne se font pas comme ça, sans contrôle, et le service a besoin d'aller vérifier que tout est OK de ce point de vue-là. Autre point d'attention qui n'est pas moindre, c'est celui du modèle économique, puisque cette utilisation de l'eau de pluie fait que voilà, il peut y avoir notamment ce que nous on appelle un petit peu des passagers clandestins, à savoir que l'utilisation de l'eau de pluie fait que malgré tout, il y a bien une production d'eau usée. Donc, il faut là que les services d'eau et d'assainissement s'assurent
que le paiement de la redevance assainissement soit, en tout cas que cette redevance soit bien payée par ces usagers, donc qui réutilisent cette eau de pluie dans leur bâtiment avec production d'eau usée. Et enfin, c'est vrai que malgré le fait qu'ils utilisent cette eau de pluie, eh bien, on l'a dit, il peut y avoir recours, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, recours à l'adduction. Donc, les ouvrages qui sont réalisés, les ouvrages publics, les réseaux sont aujourd'hui dimensionnés de telle sorte à ce qu'ils puissent répondre à ce besoin, par exemple en période estivale, donc en période de pointe. Donc, il faudra, de ce point de vue-là, que les collectivités réfléchissent à une tarification vraiment spécifique pour cette catégorie d'usagers, finalement, qui utilisent le réseau, mais voilà, avec une consommation d'eau potable beaucoup moindre que les autres usagers. Et donc, en ce qui concerne la réutilisation de l'eau de pluie, eh bien, c'est aussi pour des usages récréatifs, arrosage ou lavage de voirie sur les domaines publics, chose qu'on voit de plus en plus, en tout cas des projets sortir de ce type de plus en plus. Est-ce qu'il y a un impact humain, du coup, Sandrine, sur les régies, sur l'organisation pour effectuer tous ces contrôles? Est-ce qu'aujourd'hui, les régies sont organisées correctement? Oui, non, mais là, de ce côté-là, enfin, c'est pas non plus quelque chose qui se développe encore de telle sorte que ça vienne désorganiser les services. En fait, c'est plutôt une logique de réflexion qui sera nécessaire de mener si ces usages, enfin, si ces solutions venaient à se généraliser. En fait, c'est plutôt ce qui doit être amorcé aujourd'hui, à savoir comment on maintient un service performant, comment on maintient son financement dans le temps, pour faire en sorte que cette solution puisse être pérenne, évidemment vertueuse, puisse être pérenne, mais qu'il puisse y avoir une organisation du service public adaptée en conséquence. D'accord. Alors, comme on l'a dit, l'autre, effectivement, action vise à privilégier la gestion des eaux pluviales à la source. Et effectivement, ça a été dit, il y a plusieurs enjeux que vous connaissez tous, celui de l'adaptation au changement climatique avec le recours aux techniques dites alternatives, les recours aux solutions fondées sur la nature. On l'a vu, c'est prévenir les inondations, intégrer la nature en ville, créer ces îlots de fraîcheur. C'est clair que ça ne fait que commencer. On va avoir en tout cas un besoin exprimé, formulé de plus en plus fort par les usagers, les citoyens, pour que ce confort en ville soit vraiment amélioré. Donc, ce verdissement dans la ville, c'est l'embellissement des quartiers et donc la valorisation d'un patrimoine qui va pouvoir un peu plus se développer, en tout cas refaire vivre certains peut-être quartiers, en tout cas réapprécier la ville par exemple. Mais c'est aussi la réalisation d'aménagements, d'ouvrages publics multifonctionnels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des aires de jeu qui servent à la fois au jeu, mais aussi à stocker les eaux pluviales, par exemple, pendant de fortes pluies, à avoir un aspect pédagogique, ludique, etc., qui peut être développé par les collectivités. Donc, on a l'embellissement des quartiers, mais aussi d'un point de vue effectivement qualitatif, ça a été dit, c'est la préservation de la ressource et du milieu aquatique. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces eaux de pluie ruissellent le moins possible pour qu'elles se chargent le moins possible en polluants. Donc, l'idée, c'est de ne rejeter vers les milieux le moins de déversement possible vers le milieu, puisque les milieux aquatiques, c'est une chose. La préservation de la ressource pour la question de l'alimentation en eau potable, c'est aussi une autre question importante, en tout cas qui concerne les services d'eau et d'assainissement. Et enfin, c'est une efficience au niveau des coûts de gestion des eaux pluviales, puisque évidemment, il faut, c'est aussi de faire en sorte qu'on arrive à maintenir une stratégie de gestion des eaux pluviales, qu'on sorte, comme on l'a dit, de la ville entonnoir, donc sortir du tout tuyau, pour faire en sorte que, au niveau des systèmes d'assainissement, on soit sur des performances de fonctionnement de systèmes, de stations d'épuration
mais aussi voilà, d'éviter, comme on l'a dit, les déversements vers les réseaux, et donc moins de réseaux, moins de moyens. Donc, pour conclure, des solutions qui sont gagnantes, on va dire, au niveau des collectivités, c'est celle de mettre en place une vraie stratégie globale de gestion des eaux pluviales, mais c'est aussi de repenser tout cet aménagement de ville de manière à ce que vraiment chaque projet puisse être une opportunité pour à la fois répondre à ses initiatives personnelles. On a vu par exemple la récupération de l'eau de pluie, mais aussi de privilégier en tout cas la gestion des eaux pluviales à la parcelle. C'est valoriser ces co-bénéfices qui sont apportés par ces nouveaux aménagements et qui répondent à des attentes fortes. Il faut mettre en avant cette exemplarité qui sont menées par ces collectivités et qui sont très appréciées. Donc, il faut absolument surfer sur ces nouvelles tendances, j'ai envie de dire. Il faut séduire, voilà. Et donc, toute la question de la déconnexion des eaux pluviales, sortir des infrastructures grises, donc déconnecter les eaux pluviales à la fois des réseaux eaux usées pour améliorer le fonctionnement des systèmes d'assainissement et donc sortir du tout tuyau aussi, en tout cas de tous les réseaux publics et celui de la collecte des eaux pluviales également, pour limiter les coûts d'investissement à venir sur ces infrastructures. Voilà, donc des clés de réussite, c'est un portage politique fort, puisque c'est, enfin, pas à travers les retours d'expérience évidemment que l'on a, c'est ce qui est mis en avant, ce portage politique fort qui permet d'intégrer cette gestion des eaux pluviales aux autres compétences, en fait, faire qu'elles soient articulées avec toutes les autres compétences. On a vu que c'est une stratégie globale qui doit être recherchée, articulée avec l'assainissement, la voirie, les espaces verts, l'aménagement, l'urbanisme. Voilà, en fait, l'objectif, c'est qu'il puisse y avoir une concertation globale. Voilà, on est plus fort lorsque on est tous autour d'une table et qu'on valorise voilà, cette intelligence collective. Donc, pour ça, il faut convaincre et il faut accompagner ce changement. Il faut qu'il puisse y avoir également un accompagnement financier, évidemment, mais ça, je pense qu'on va y revenir avec l'intervention d'après. Et voilà, mettre fin à certaines croyances comme celle, par exemple, de penser qu'il est impossible d'infiltrer. Donc voilà, c'est toute une organisation, toute une stratégie qui doit être développée au niveau des territoires. Tout à fait. Et c'est bien le but de cette matinée, de mettre fin aux croyances et de prêcher un peu la bonne parole. Justement, on va parler d'accompagnement avec Vincent au niveau des agences de l'eau. Donc, je vais vous laisser la main. Je vais arrêter mon partage, Vincent, pour que vous puissiez reprendre, vous, de votre côté, puisque sur l'accompagnement, les agences de l'eau en France font beaucoup de choses et c'est le bon moment d'en parler et d'illustrer ces propos. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Très bien. Très bien. Voilà, oui, merci Arnaud. Oui, je vais continuer un peu en montrant la vie d'un établissement public. Donc, pour ceux qui connaissent pas les agences de l'eau, c'est des établissements publics qui ont été créés avec la première loi sur l'eau pour mettre en œuvre la gestion équilibrée de la ressource en eau. Il y a 6 grandes agences, il y a des offices de l'eau en Outre-mer. Le principe, c'est des établissements qui ont un découpage hydrographique, qui coupe les découpages administratifs, pour permettre une concertation entre tous les acteurs de l'eau, tous les usagers de l'eau, avec le principe effectivement qu'on partage une même ressource, qu'on est solidaire, tous les usages doivent avoir de l'eau, que ce soit le milieu aquatique ou l'agriculteur ou l'industriel, ou l'eau potable, comme disait Sandrine, et une solidarité entre l'amont et l'aval, etc. Il faut se partager l'eau, une ressource commune. Et puis notre principe, notre outil de fonctionnement, c'est l'incitation financière. On a des redevances sur la pollution et sur la consommation d'eau, sur les volumes, et cette redevance est redistribuée avec des aides pour des projets d'intérêt général pour l'eau. Alors, l'objectif, comment je peux faire passer mon écran? Voilà. Donc, l'objectif des agences de l'eau aujourd'hui principal, c'est un objectif de qualité.
puisqu'on a une directive européenne qui nous demande le bon état des eaux avec une définition du bon état sur la diversité biologique. Hein, donc, on regarde aujourd'hui, là, c'est compliqué de déterminer le bon état des eaux parce c'est plus la physico-chimie, hein, juste un rappel, c'est la biologie des cours d'eau. Et vous voyez que la directive cadre nous disait bon état en 2015 avec des dérogations jusqu'en 2027 sur un bassin comme le bassin Loire-Bretagne, mais c'est un peu la même chose partout. On est loin du bon état des eaux. Vous voyez, il y a les couleurs, dès qu'on est en jaune, on n'est plus jaune, orange, rouge, on n'est pas en bon état des eaux. Donc, on a un énorme effort à faire, ce qui explique que les agences sont surtout concentrées vers ça et moins sur l'aspect inondation, hein, qui est l'autre pan de la valorisation des eaux pluviales, dont on n'a pas trop parlé. Alors, tout ça dans un cadre de réchauffement climatique qu'il faut prendre en compte dès aujourd'hui. Alors, en haut, il y a une histoire, il y a la température qui augmente de quelques degrés, plus fort en centre-ville, on en a parlé. Des centres-villes qui accumulent la chaleur. Mais il y a aussi des conséquences sur les cours d'eau, hein, dont on parle moins. Mais même s'il pleut, on prévoit la même pluie, peut-être avec des événements plus violents dans l'avenir, mais il y aurait une demande plus importante de la végétation, une évaporation plus forte. Et donc, on nous prévoit une baisse des débits des cours d'eau de 20 à 50% selon les zones. Et donc, des problèmes de qualité qui vont être accrus. Et donc, des plans d'adaptation au changement climatique dans les agences de l'eau qui visent à renforcer en fait nos actions, hein, puisque la qualité sera plus dure à atteindre avec moins d'eau dans les cours d'eau. Donc, des projets de valorisation de l'eau plus meilleurs, hein, en tout cas d'économie d'eau. Alors, pour revenir sur les eaux pluviales, mes photos sont pas très bonnes, mais c'est des illustrations de ce qui a été dit précédemment. Les eaux pluviales collectées sur nos surfaces imperméables poseront toujours un problème. Il y aura toujours des excès d'eau avec des inondations. Et puis, plus grave pour nous, ces eaux sont souvent mélangées avec des eaux usées ou des pollutions diverses qu'elles vont entraîner. Enfin, tout le monde a vu des illustrations sur les macrodéchets, mais il faut savoir que chaque fois qu'il pleut, dans des villes du bord de Loire, comme vous avez à droite, les réseaux débordent. Et en gros, on a 10% des effluents qui vont de ce fait dans les cours d'eau sans traitement. Donc, on a un réel problème. Et puis, on accélère aussi le cycle de l'eau, sachant que l'eau potable vient essentiellement de l'infiltration de l'eau et la régulation du débit des cours d'eau vient aussi de cette infiltration de l'eau qu'il faudrait remettre. Donc, d'où cette idée, une autre illustration, hein, de la ville éponge, passer d'une ville grise avec plein des tuyaux partout, des coûts importants, enfin tout ça a été dit, vers une ville verte. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire plus concrètement? On peut internaliser au minimum, hein. On a eu l'habitude de faire des grandes surfaces d'asphalte, etc. Et on pourrait réfléchir à faire moins. Est-ce qu'il faut des routes aussi larges partout? Est-ce qu'il ne faut pas des sens, des sens uniques? Est-ce qu'on met les vélos en même temps que les piétons ou est-ce qu'on met des piétons de tous les côtés? Voilà. Il y a des réflexions sur diminuer les surfaces imperméabilisées. Vous voyez qu'il y en a même sur le dessin là qui mettent les bâtiments sur pilotis. On l'a dit, gérer l'eau au plus près de l'endroit où elle tombe, hein, parce qu'elle n'est pas polluée quand elle arrive, très peu polluée. Elle se pollue très, très, très légèrement et on a mesuré, hein, même sur des routes à forte circulation, la pollution est très bien traitée par l'infiltration par le sol et on n'a pas d'accumulation de pollution, on n'a pas de problème de pollution. Donc, gérer l'eau au plus près où elle tombe, vous voyez, on va en mettre un peu partout dans la ville. Ce qui a été dit aussi, c'est qu'il faut mettre ça sur des équipements qui servent à autre chose, hein. On valorise l'eau, donc on valorise nos aménagements. On peut en mettre dans les espaces verts, bien sûr, mais s'il n'y a pas d'espace vert, on peut en mettre sur la toiture, on peut en mettre dans les routes, hein. On fait aujourd'hui des routes qui infiltrent l'eau, etc. Donc, on peut mettre l'eau dans des ouvrages qui servent à autre chose, donc on n'a pas de surcoût et on n'a pas de coût de gestion aussi, parce que ce sera géré par le service, par la fonction espace vert. S'il n'y a pas d'espace vert, c'est par l'option toiture, etc. Donc, on a dit aussi, hein, utiliser le maximum de surface, hein, avant d'urbaniser la ville. L'eau s'infiltrait, il n'y a pas de raison qu'elle ne s'infiltre pas aujourd'hui. Quand on vous dit que ça n'infiltre pas, c'est parce que si on concentre tout au même point, effectivement, souvent, ça ne suffira pas, la perméabilité sera insuffisante. Mais si on utilise une grande surface, ça marche toujours. Voilà. Et puis, le principe de base, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surtout pas enterrer l'eau. Sur le réseau d'eau, c'est un peu gênant, mais il faut pas faire de réseau d'eau. Il faut gérer l'eau en surface, hein, par du nivellement, transférer sans tuyau. Voilà, le moins de tuyaux possible.
Voilà, alors tout ça est décrit dans des guides qui ont financé les agences de l'eau. Je vous en ai mis 3. Périfem, qui est un syndicat d'agences de grande surface, je crois. Puis des villes exemplaires. Là, je vous ai mis Hénin-Carvin, qui est historiquement un des premiers guides. Et puis très récemment, La Rochelle. Tous ces guides sont disponibles sur Internet et redonnent qu'est-ce qu'on peut faire pour une collectivité pour valoriser l'eau au plus près. Alors, la réutilisation des eaux pluviales, quelle est sa place dedans? On en a parlé, on voit que c'est très limité. On ne peut pas réutiliser des gros volumes parce que les usages sont assez limités et ça coûte assez cher. Donc, pour nous, notre vision, agence de l'eau, c'est que pourquoi pas réutiliser les eaux les eaux pluviales, mais dans un projet global, soit d'infiltration, vous voyez la cuve qui est là, quand elle est pleine, elle se déverse dans le jardin, ou si c'est des économies d'eau dans les bâtiments, dans le cadre d'économie d'eau globale. C'est-à-dire que l'eau de pluie, c'est la ressource quand même. Donc, on veut bien aider de la récupération de pluie dans la mesure où vous économisez l'eau en arrosant moins, avec des chasses d'eau économes et des robinets économes, etc. Voilà. Donc, nous, on voit ça comme une aide dans les projets généraux d'économie d'eau et de gestion intégrée des eaux. Voilà. Que pouvons-nous faire? Je vous ai mis quelques illustrations. On peut aménager les abords des bâtiments avec des espaces verts plus grands, en désimperméabilisant une partie du parking qui est souvent trop grand, des routes trop grandes, etc. Alors, ça fait des espaces verts creux, mais qui peuvent être jolis. On peut les végétaliser mieux que ça, d'ailleurs. Vous voyez qu'on peut faire des aménagements. On peut remettre l'image de l'eau dans la ville, et c'est assez joli. Même sur le bord des routes, on va toujours trouver un espace, et avec le réchauffement climatique, on a intérêt à mettre davantage d'eau dans nos villes. Voilà, et si on n'a pas de place d'espace vert, on peut mettre sur les toitures, on peut mettre sur des espaces minéralisés. À droite, c'est la place de la gare de Pardieu, je crois, à Lyon, où ils ont des fosses d'arbres en mélange terre-pierre qui peuvent supporter de la circulation et où ils injectent l'eau, soit par des enrobés drainants, soit par des fosses d'arbres perméables. On n'est pas obligé d'imperméabiliser jusqu'au pied des arbres, on peut toujours. Voilà, c'est un petit exemple que nous avait présenté le Grand Poitiers, Christophe Chaperon, c'est diapos. Vous voyez, là, on a une route. Comme toujours, l'espace vert est au-dessus de la route. Aujourd'hui, dans les nouveaux quartiers, on met la route au-dessus des espaces verts et c'est beaucoup plus simple. Et vous avez un avaloir, l'eau est envoyée dans le réseau. Alors, qu'est-ce qui se passe? La ville veut refaire un espace surbaissé pour le passage piéton. Et donc, on va en profiter pour boucher cet avaloir et envoyer l'eau tout simplement dans l'espace vert, gravitairement, sans tuyau. Voilà, l'eau va aller dans l'espace vert. Pour que ça ait le temps de s'infiltrer, on fait un espace de stockage de l'eau dans l'espace vert avec une tranchée drainante, parce qu'on voulait pas reprendre tout l'espace vert. Vous voyez, c'est saisir de tous les aménagements de la ville pour valoriser l'eau. Et cette eau va permettre à l'espace vert d'être plus beau, plus rafraîchissant, etc. C'est tout aussi important avec le changement climatique. Alors, pensez également à tout l'espace privé. La moitié de la surface imperméabilisée est privée, en fait. Puis les privés ont tendance à imperméabiliser de plus en plus. Alors, on a des collectivités qui commencent à travailler pour inciter les particuliers à se déconnecter. C'est souvent tout simple, c'est de couper la gouttière et de mettre un coude qui va vers le jardin. Alors là, vous en avez un qui est même passé dans ces jardinières. Des fois, il faut emmener l'eau derrière la maison, puisque la maison se rue. Alors là, vous voyez un encorbellement complet de la gouttière vers le garage, puis vers la cuve, puis vers le jardin. Pareil dans les entreprises, quand on reprend des aménagements, on peut, par nivellement, emmener l'eau sur le bord des espaces imperméabilisés pour qu'elle s'infiltre au bénéfice des arbres et de la végétation. Donc, les privés doivent être insérés. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on disait qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la mauvaise gestion intégrée des eaux pluviales. Vous avez un exemple d'une clinique, donc il y avait les moyens, etc. Donc, vous voyez, on leur a vendu des parkings infiltrants, mais bizarrement, on n'a pas pensé ça vers l'espace vert, on a pensé ça vers la route avec un avaloir. Donc, le gars qui a fait ça, il n'a pas trop confiance en lui. Et en tout cas, il ne sait pas faire, puisqu'il a fait un espace infiltrant, mais qui n'infiltre pas, en fait. Et donc, je vous ai dit, pas mettre dans un tuyau. Là, donc, ça va dans un tuyau. Mais comme on est en gestion intégrée, il emmène le tuyau dans le bâtiment qui fait par erreur en bas de l'aménagement. L'idée, c'est de mettre les bâtiments plutôt de l'autre côté, en haut, pour infiltrer vers le bas dans les espaces verts ou dans les parkings. Et donc, il arrive devant son bâtiment et là, il a concentré l'eau, il veut faire un ouvrage d'infiltration et effectivement, ça ne marche pas. C'est difficile à entretenir, c'est moche, etc. Voilà, donc
Qu'est-ce qu'il faut faire? On en a parlé, Sandrine en a parlé, hein, il faut une gestion transversale, c'est-à-dire que l'eau est plus gérée par le service de l'eau, mais l'eau est gérée par tout le monde. Et donc, le service de l'eau, il va travailler avec l'urbaniste hein, pour l'eau, il faut qu'elle coule de haut en bas, etc. Il faut urbaniser correctement, le maître d'œuvre pour qu'il fasse un plan, comme on a vu tout à l'heure, où on met le bâtiment du bon côté, les aménagements comme il faut. Voilà, il faut que le service de l'eau travaille avec tous les acteurs de l'aménagement, le paysagiste, le verdiste, etc., qui ne sont pas forcément sur le dessin. Et il faut sensibiliser également la population à tout ça. Alors, pour tout ça, les agences de l'eau sont très intéressées, vous avez compris, hein, ça a un impact important sur la qualité de l'eau. Puis maintenant, on s'intéresse, nous aussi, à la biodiversité. On nous a donné une mission sur la biodiversité. Voilà, donc il y a des subventions des agences de l'eau. Alors, je ne vous ai pas mis de détails parce qu'il faut aller voir pour chaque agence de l'eau. Vous avez vu qu'il y avait 6 agences de l'eau et là, sur un séminaire national, allez voir aux agences de l'eau qui toutes encouragent la déconnexion des eaux pluviales. Hein. On est plutôt sur les zones urbaines où on aide la déconnexion des eaux pluviales des réseaux par l'infiltration de l'eau. Alors là, voilà, c'est un petit aménagement à côté. On peut aider les études. Alors, on a dit qu'il n'y a pas de tuyaux, mais il y a pas mal des études spécifiques. Hein. C'est une technicité nouvelle. C'est un changement complet de gestion de l'eau et donc c'est important d'avoir des études tout au long de votre projet. Et puis, on aide éventuellement les travaux permettant de déconnecter l'eau. Et alors, j'ai un peu fait des répétitions. Hein. Et on aide également la sensibilisation. Hein. On a beaucoup d'aides on aide le Grès, par exemple, chez nous. On aide l'Office de l'eau, l'Adopta, etc., qu'on n'a pas cité, toutes les associations. Et on a même des aides au niveau de collectivités pour mettre en place des animations au niveau des collectivités. Voilà, on aide à tout niveau. Et on peut aider les collectivités, les entreprises, voire les particuliers, alors avec des conventions groupées avec des collectivités qui redistribuent à des particuliers. Voilà, j'ai fait le tour dans le temps imparti. Merci Vincent, merci beaucoup. Alors, je vous ai fait sourire lorsque je vous ai contacté pour préparer cette matinale de l'eau, puisque on est bien là à parler de changer de paradigme, de passer de la ville entonnoir à ville éponge sans réseau d'eau, alors que nous, on s'attache à monréseaudeau.fr de s'occuper des acteurs et des produits du monde de l'eau, des infrastructures. Mais justement, je pense qu'il y a vraiment un débat et un sujet à aborder et qu'il faut utiliser les solutions fondées sur la nature, remettre les choses dans leur contexte pour aborder sereinement les enjeux et les défis qui nous attendent. Et je vous conseille d'assister aux ateliers débats qui vont suivre. Donc, on a 2 sessions en parallèle sur 2 créneaux qui vont se dérouler, donc de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45. Donc, on aura l'atelier parrainé par Franck Kish qui va justement aborder un sujet concret avec la renaturalisation de la ville et l'atelier avec Graph qui va aborder, non, ça c'est à 11h, 11h45, mais 10h, 10h45 avec le CIRIB sur la valorisation des solutions qui peuvent être données. Et puis, 2 autres ateliers de 11h à 11h45, l'un avec Graph sur un exemple concret d'un projet financé par l'agence de l'eau Rhin-Meuse sur la captation et la réutilisation des eaux de pluie. Et puis, l'atelier parrainé par Stradal sur cet aspect dépollution. On a parlé beaucoup d'eau de ruissellement, de sa charge en pollution. Et ben là, on va voir comment on peut trouver des solutions pour dépolluer et rejeter dans la nature une eau de meilleure qualité. Je vous rappelle que vous pourrez télécharger les supports de présentation sur le site web Mon Réseau d'eau. Donc, je vais vous mettre ça dans le chat de la réunion. Et puis, je vous donne rendez-vous tout de suite à 10h pour les prochains ateliers. Merci encore à nos intervenants, Sandrine Potier de la FNCCR, Fanny Garde et Marie Tabaris du ministère de la Transition écologique et Vincent Nalin, excusez-moi, de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Merci à vous. Merci. Merci. Donc, on quitte Arnaud. Hein, alors, merci à toutes et à tous.